Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes au dépannage numéro 7. Donc on reste toujours sur la même logique. Je vous propose ici un schéma de principe d'un circuit frigorifique en mode climatisation. Donc nous avons ici les différentes valeurs mesurées sur notre circuit. Donc je vais vous demander de réaliser l'analyse des grandeurs caractéristiques de l'installation et de conclure avec l'organigramme des pannes. Donc on se retrouve ici pour faire un tour assez rapide de notre circuit et avec les valeurs mesurées. Donc tout d'abord au niveau des valeurs de HP et de BP, c'est ce qui nous intéresse dans un premier lieu. Donc la BP est à 12 degrés, donc c'est la valeur de température d'évaporation lue au manomètre BP. Au niveau de la HP, donc la HP est à 39 degrés, donc c'est la valeur de la température de condensation mesurée au manomètre HP. Au niveau de la température extérieure, donc nous sommes à 30 degrés. La température mesurée à la sortie du condenseur, 32 degrés. Température mesurée à l'entrée du détendeur, 31,5 degrés. Au niveau de la température du fluide frigorigène à la sortie de l'évaporateur, nous sommes à 22 degrés. Au niveau air, le local est à 26 degrés et l'air est soufflé donc à 20 degrés. Donc là, il fait 26 dans le local. C'est un peu chaud pour faire de la climatisation. Donc c'est pour ça que le client vous appelle. Donc je vous laisse réfléchir et puis je vous dis à tout de suite pour la correction. Bon courage à vous. Donc me revoilà, je pense que vous avez bien avancé dans la réflexion. Donc avec les vidéos qu'on a réalisées ensemble précédemment, je pense qu'on a mis en place un certain nombre d'automatismes. Donc on peut faire un tour assez rapide du circuit et mettre en évidence ce qui pourrait nous taper à l'œil ou nous choquer. Donc déjà au niveau de la BP, donc le local est à 26 degrés. Et donc si je fais 26 moins 20, je devrais plutôt avoir une BP aux alentours de 6 degrés. Donc là, la BP est trop élevée. Côté HP, donc l'air extérieur est à 30 degrés. Si je fais 30 plus 15, je devrais plutôt avoir une HP aux alentours de 45 degrés. Au niveau du sous-refroidissement, visiblement, si je fais 39-32, j'ai un sous-refroidissement qui est correct. Il est de 7 degrés. Et au niveau de la surchauffe, si je fais 22-12, j'ai une surchauffe de 10, donc ça c'est un petit peu élevé. Côté ligne liquide, visiblement, il n'y a pas de prététente. Donc pour ceux qui auraient eu un peu plus de mal, c'est pas un souci, nous allons faire les calculs très précisément ensemble. Donc au niveau de la BP, donc là j'ai mon local qui est à 26. Si je fais 26 moins 20, je devrais trouver normalement une BP qui se trouve plutôt aux alentours de 6 degrés. Or ici, la BP est à 12 degrés, comme on peut le voir sur le manomètre BP. Donc là, on peut conclure que la BP est élevée. Côté HP, donc je prends la température extérieure qui est de 30, je fais 30 plus 15 qui est mon écart normal. Et donc je devrais avoir normalement une HP qui se trouve aux alentours de 45 degrés. Or ici la HP est à 39 degrés. Donc la HP dans notre cas est faible. Ensuite au niveau de la surchauffe. La surchauffe, c'est la différence entre la température mesurée à la sortie de l'évaporateur moins la température lue au manomètre BP. Donc je fais 22 moins 12. Donc j'ai une surchauffe de 10 degrés. Donc la surchauffe est un peu élevée. Puisque la surchauffe normalement est comprise entre 5 et 8.
Au niveau du sous-refroidissement, donc c'est la différence entre la température de condensation moins la température mesurée à la sortie du condenseur. Donc je fais 39 moins 32 et j'obtiens un sous-refroidissement de 7 degrés. Donc là, le sous-refroidissement est correct. Au niveau de la ligne liquide, donc je vais le faire directement. Donc c'est la différence entre la température à la sortie du condenseur moins la température à l'entrée du détendeur. Donc je fais 32 moins 31,5. Donc j'ai une différence de température sur la ligne liquide de 0,5 degrés. Donc le delta T sur la ligne liquide est correct. Donc voilà, donc on a calculé nos différentes grandeurs caractéristiques. Et donc maintenant on va s'aider de l'organigramme des pannes pour pouvoir connaître très précisément la panne de notre circuit frigorifique. Donc revenons à l'organigramme des pannes. Donc je vais zoomer un petit peu pour y voir un petit peu plus clair. Et donc toujours même principe, on va répondre à un certain nombre de questions qui vont nous amener tout doucement vers la panne de notre circuit. Donc tout d'abord, donc on retrouve ici nos conclusions. La BP était trop élevée, la HP trop faible, la surchauffe un peu élevée, sous-refroidissement correct et pas de delta T sur la ligne liquide. Donc on est parti, on va répondre aux questions. La BP est-elle faible? Donc non, la BP n'est pas faible puisqu'elle est élevée. Donc ici on va passer à droite. Ensuite, on va répondre à la deuxième question. La HP est-elle faible? La HP est faible, oui. Et donc, on arrive très rapidement, cette fois-ci, à notre panne. Donc, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience de terrain, BP élevé, HP faible, ça c'est la panne du compresseur. Donc, c'est la panne, on va dire, la plus connue chez les frigoristes. Et donc c'est souvent lié à un problème mécanique et donc on va détailler un petit peu tous les petits soucis qu'on peut rencontrer au niveau de notre compresseur et pourquoi donc on a ces symptômes en particulier au niveau d'une BP qui est élevée, d'une HP qui est faible et ce qui paraît aussi un petit peu déroutant c'est que le sous-refroidissement est correct. Donc essayons d'approfondir l'analyse. Donc je vais revenir à mon slide. Alors revenons à notre slide et essayons d'apporter des explications complémentaires à notre diagnostic. Donc tout d'abord nous avons deux indicateurs qui sont assez flagrants. Donc on a l'ABP qui est élevé et l'HP qui est faible. Donc ça c'est le signe vraiment très caractéristique d'une défaillance mécanique au niveau du compresseur. Alors, quelles sont les pièces les plus sensibles et qui peuvent être amenées à se casser à l'intérieur du compresseur? Avant d'avancer dans les explications de la panne, je vous propose ici un petit rappel sur le fonctionnement d'un compresseur à piston. Donc ici nous avons une animation réalisée par Christian Lucas que je remercie au passage pour l'excellente qualité de son travail et des nombreuses animations qu'on utilise au quotidien avec nos étudiants. J'avais réalisé il y a quelque temps la vidéo d'un compresseur à piston en mouvement que je vous présente ici. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vous propose ici une coupe très intéressante d'un compresseur semi-hermétique à piston. On retrouve ici à gauche la partie électrique. Donc on a le stator avec ses enroulements. Cette partie électrique permet donc de créer un champ magnétique. Ce champ magnétique tournant permet la rotation du vilebrequin qui est ici. Le piston et la bielle qui sont fixés via le coussinet montent et descendent dans le cylindre. En descendant, donc le piston aspire les vapeurs BP et en remontant les comprime à la pression HP. Donc on retrouve ici le vilebrequin qui est au milieu. Donc le vilebrequin actionne par rotation le piston qui monte et qui descend dans le cylindre. Donc le vilebrequin est actionné par un moteur électrique. Lorsque le piston descend dans le cylindre, donc il va aspirer du fluide frigorigène et lorsqu'il va remonter, il va le refouler en le comprimant. Alors, on peut noter ici que lorsque le piston donc, descend dans le cylindre, le clapet BP s'ouvre et lorsque le cylindre monte, le clapet BP se ferme. Et inversement, lorsque le piston descend, le clapet HP se ferme. Et lorsque le piston remonte,
le clapet HP s'ouvre. Et donc ces deux éléments, donc ces deux clapets, sont des pièces qui sont assez fragiles et qui sont très sensibles au coup de liquide. Si on a du fluide frigorigène à l'état liquide ou bien de l'huile ou une trop grande quantité d'huile qui arrive dans le cylindre, les liquides sont incompressibles et donc cela provoque la casse généralement du clapet BP qui est plus sensible ou du clapet HP aussi qui peut aussi casser. En admettant que le clapet BP soit cassé, lorsque le piston va remonter, le fluide frigorigène qui est comprimé, au lieu de passer côté HP, une partie va être envoyée côté BP. C'est pour cela que la BP est élevée. Et en même temps, dans la mesure où on a une partie du fluide qui est partie côté BP, la pression côté HP diminue. Donc c'est pour cela que nous avons une BP élevée et une HP faible. Donc un autre problème qui peut arriver consécutivement à un bris de clapet, donc c'est des petits morceaux de métal qui proviennent donc du clapet cassé qui se retrouvent à l'intérieur du cylindre. Donc on a ici les allers-retours continuels et extrêmement rapides du piston dans le cylindre, hein. Donc ça peut aller de 1400 tours jusqu'à 3000 tours par minute. Et donc on a ces morceaux de clapet qui risquent de provoquer de nombreuses et profondes rayures à l'intérieur donc de la paroi du cylindre, mais aussi au niveau de la jupe du piston. Donc cela va provoquer un défaut d'étanchéité donc à ce niveau-là, et donc on va retrouver une grande quantité de fluide frigorigène à l'intérieur du carter, ce qui va provoquer donc encore une diminution plus importante du débit frigorigène, donc qui va traverser donc le compresseur. Et donc lorsqu'on diminue le débit, on diminue aussi la puissance frigorifique. Donc c'est pour cela que dans notre local, nous n'arrivons pas à descendre en température. Alors, une autre conséquence, c'est la coupure au niveau de la protection thermique des enroulements du compresseur. Comme on l'a dit dans les leçons précédentes, le fluide frigorigène basse pression permet de refroidir les enroulements du moteur du compresseur. Or ici, la BP est élevée et donc ne permet pas de remplir cette fonction. Donc ce qui va se passer, c'est que les enroulements du moteur électrique vont chauffer et il y a un fort risque de coupure au niveau de la protection qui s'appelle soit Cree1 ou soit Clixon. Donc on fera une vidéo sur ces deux éléments de sécurité qui sont liés à la surchauffe du compresseur. Donc revenons à notre slide et essayons de donner deux ou trois petites astuces afin de confirmer la casse d'un clapet. Parce que bon, l'idée c'est de pouvoir réparer et de remplacer la boîte à clapet ou de remplacer le compresseur lorsque c'est un compresseur hermétique qui n'est pas démontable. Donc première astuce, je prends ma main, c'est assez basique, et je la mets sur le tube d'aspiration. Si le tube est tiède, ça c'est le signe qu'une partie du fluide qui est comprimé dans le cylindre revient côté BP. Donc ça c'est un premier niveau de vérification. Deuxième niveau de vérification, je vais couper l'électrovanne. Et je vais voir si mon compresseur aspire correctement le contenu de l'évaporateur. Si on descend difficilement au niveau du manomètre, ça c'est le signe que le clapet n'est plus étanche. Donc là, on confirme aussi la casse d'un clapet. Troisième possibilité, si vous avez tiré au vide votre installation, vous laissez donc votre groupe au repos quelques minutes et normalement votre aiguille est à 0,2 bar. Si vous constatez que l'aiguille remonte, ça c'est le signe aussi d'un défaut d'étanchéité au niveau du clapet. Alors concrètement, à quoi ressemblent des clapets d'aspiration et des clapets de refoulement? Donc j'ai quelques photos pour illustrer mon propos. Donc comme vous le savez, il existe plusieurs types de compresseurs à piston. Donc on a les compresseurs à piston hermétiques, donc c'est les
compresseurs de couleur noire. Donc ceux-là, ils ne sont pas réparables. Lorsqu'il y a un souci mécanique, il faut complètement remplacer le compresseur. Il existe également les compresseurs à piston ouvert. Donc celui-ci, c'est un compresseur ouvert. Et les compresseurs semi-hermétiques. Donc ces deux derniers types sont démontables. Donc on retrouve ici en partie supérieure la boîte à clapet. Comme on l'a expliqué juste avant, en partie centrale ici on a donc à l'intérieur un vilebrequin qui est en rotation. Ce vilebrequin est relié à une bielle et à un piston, donc le piston monte et descend dans une chambre et donc c'est ce qui permet donc de réaliser l'aspiration et le refoulement du fluide frigorigène. Donc nous retrouvons ici la plaque à clapet, on l'appelle aussi porte clapet. Côté pile, on va retrouver les clapets de refoulement et côté face, on va retrouver les clapets d'aspiration. Alors ici, on voit que nous sommes sur un système avec deux cylindres, donc deux pistons. Donc nous avons 4 clapets de refoulement par piston. Alors côté pile, on voit aussi que nous avons via ces deux trous les clapets d'aspiration qui sont visibles. Alors côté face, on va retrouver nos clapets d'aspiration. Nous avons 2 clapets d'aspiration par piston. Alors comment ça fonctionne un peu plus précisément? Donc lorsque le piston ici va descendre, le clapet BP va se déformer vers le bas et donc on a le fluide frigorigène qui va être introduit dans le cylindre. Lorsque le piston va remonter, le clapet BP va se plaquer donc ici au niveau de la plaque et donc on aura les clapets de refoulement qui vont s'ouvrir et qui vont libérer le passage du fluide frigorigène. Donc on voit que c'est des équipements quand même qui sont très minces, qui sont très fragiles. Donc c'est pour cela qu'ils sont démontables et que l'on peut remplacer ces pièces si nous avons une défaillance. Donc je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a été profitable et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.